Le Carrefour de l'Afrique, un rendez-vous de décryptage et d'analyse des événements marquants du mois dans le continent. Experts, consultants et analystes décortiquent l'actualité dans le Carrefour de l'Afrique. Et c'est sur Ifriqiya FM. Madame, Monsieur, bonjour, très ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Carrefour de l'Afrique, votre émission mensuelle sur Ifriqiya FM. Nous parlerons cette fois-ci de ce processus électoral enclenché en Afrique, ces élections qui ont marqué l'actualité de ce continent durant ce mois. Un référendum décisif et déterminant au Mali, des élections législatives en Mauritanie et en Guinée-Bissau, les élections présidentielles en Sierra Leone aussi. Nous parlerons du dialogue national, comment pour le renforcement des réformes, le retour à l'ordre constitutionnel, des axes prioritaires pour ces pays africains. Comme le Mali, la Guinée, le Sénégal, le Madagascar et la Sierra Leone vont vers une étape politique, une nouvelle étape politique pour mieux préparer les prochaines élections. Autant de changements qui interviennent sur le plan politique mais aussi géopolitique. Nous irons aussi au Niger, cette information qui a fait l'actualité de cette semaine. Le nouvel hymne national qui vient d'être adopté par ce pays, que doit-on comprendre ? Ces grands changements, le Mali, le Niger, la Sierra Leone, Madagascar et bien d'autres sur ce grand continent, comment aujourd'hui ces grandes mutations vont s'opérer sur le plan politique régional et continental ? Peut-on parler d'un éveil des consciences plus accru de l'Afrique ? Fin de la MINUSMA, la MINUSCO, l'ATMIS, départ de milliers de soldats de ces missions dites de paix. Autant d'ingrédients pour nous qui nous laissent penser et qui nous laissent comprendre aussi ces enjeux et ces défis de ces pays africains à l'aune de cette année 2023, peut-être bien une année charnière pour l'Afrique. Et pour parler davantage sur ces sujets, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau du Carrefour de l'Afrique votre émission mensuelle. Abdelkader Soufi, politologue et enseignant à l'université. Bonjour Abdelkader Soufi. Bonjour. Mostafa Mahmet Mostafa, spécialiste des questions africaines et expert en communication PNL. C'est notre chroniqueur du Tchad. Bonjour Mostafa Mahmet Mostafa. Bonjour Malik. Et à ma droite, Ahmed Kateb, politologue et spécialiste des questions géopolitiques au Sahel. Bonjour Ahmed Kateb. Bonjour. Et notre chroniqueur qui est en face de moi, Ayouba Edi Ali, qui nous vient du Niger. Bonjour Ayouba. Bonjour Abdelmalek. Alors, je viens de le dire, ce référendum au Mali, le scrutin s'est déroulé le 18 juin, organisé par le gouvernement de transition de ce pays. 40%, c'est le taux de participation. Les Maliens ont voté oui pour cette nouvelle constitution. Le oui l'a remporté à 97%. J'aimerais qu'on parle tout d'abord, et après on va écouter les témoignages des citoyens maliens concernant ce référendum sur la nouvelle constitution. J'aimerais qu'on parle de ce taux de participation, 39,4%. J'aimerais avoir un petit commentaire brièvement, et puis on passe au témoignage. Ahmed Kateb. Dans les standards internationaux, donc on ne sort pas des standards des différents pays. Le Mali ne fait pas exception. Au contraire, c'est une grande performance, étant donné l'étendue du territoire, près de 8 millions, un peu plus de 8 millions de personnes pour le corps électoral, entre 35 et 40%, c'est plus qu'honorable. D'accord. Abdelkader Soufi, un petit commentaire sur ce taux de participation. Oui, au fait, donc je le trouve tout à fait normal, bien peut-être au-dessus des attentes, sachant que de grandes nations qui ont les moyens d'organiser, qui n'ont jamais dépassé les 30%. Maintenant, pour ceux qui ont voté, ça exprime un peu, j'allais dire, à quel degré les Maliens sont conscients du devenir et de l'importance de ce référendum. Peut-on parler d'un exploit démocratique et diplomatique ?
non? Mais surtout, j'allais dire, d'une stratégie bien menée pour la réussite et la mise en place d'une démocratie durable. Moustapha, 40%, 39 pour être exact, 39,4% c'est le taux de participation à ce référendum. Un commentaire, Moustapha? Bon, moi je trouve que c'est logique, compte tenu des moyens qu'on dispose justement déjà au niveau du continent, parce que organiser des élections, c'est pas quelque chose de très simple, c'est assez complexe, et donc je trouve ça raisonnable. Ayouba, ça faisait longtemps que ce taux de participation n'était pas apparu au Mali. Avez-vous un commentaire, Effectivement, quand nous regardons la situation sécuritaire de ce pays, oui, où jusqu'à là la transition malienne continue dans le processus de stabilisation du Mali, on peut dire que c'est taux de participation est tout à fait satisfaisant vu la situation, et que ça témoigne d'une démocratie vraiment qui s'installe dans ce pays et d'une prise de conscience collective des populations maliennes. Je vous propose à présent d'écouter le témoignage des Maliens qui ont participé à ce référendum, propos recueillis par notre correspondante permanente à Bamako, Angèle Dombélé, et puis on poursuit le débat. On l'écoute. Je suis très content. D'accord. Donc, quel sentiment vous anime? Les Maliens voulaient que c'est le oui qui passe. Les Maliens de l'extérieur et de l'intérieur. Tout le monde voulait que c'est le oui qui passe. Donc aujourd'hui, on a appris que tous les résultats sont venus tout de suite, que c'est le oui, résultat provisoire, c'est le oui qui a passé. Vraiment, moi, je suis très content pour ça, pour ce pays-là. On n'a qu'à bien fêter, on va bien fêter avec le oui. Mes sentiments déjà n'ont fait que se renforcer, parce que il y a très longtemps que le Mali n'a pas eu un tel taux de participation pour aller voter. C'est l'amour du pays et la confiance qu'ils ont eu au projet de la nouvelle constitution. Et nous avons eu un taux de participation louable et le oui l'a remporté haut la main et nous sommes très très heureux. Je suis très content aujourd'hui. Alors le oui l'a remporté à 97%. Ahmed Kateb, le oui était attendu par le peuple malien. Comment expliquez-vous ce choix pour le oui, les Maliens qui choisissent d'adopter cette nouvelle constitution? Tout simplement parce que le peuple malien veut instaurer une véritable démocratie, une démocratie nationale, forte, inclusive, qui prenne en compte les attentes de tout le peuple malien et pas uniquement d'un segment de la population contre un autre segment ou aux dépens d'un autre segment. C'est une vision globale. La Constitution de 1992 a été décriée parce qu'elle n'accordait pas de privilèges, mais de prérogatives à la région du Nord, n'accordait pas des prérogatives au président de la République. En Occident, on a qualifié la nouvelle constitution de constitution taillée sur mesure, comme un costume pour le chef de la transition Assimi Goïta. Il faut penser, on ne cessera jamais de dire, il faut penser africain. Il faut qu'on prenne en compte les réalités de l'Afrique. L'Afrique a toujours fonctionné avec un pouvoir symbolique fort. Le pouvoir du père, le pouvoir du chef. Donc on est dans cette logique-là. Donnez-moi une autre constitution, fût-elle européenne, qui n'accorde pas, dans un régime présidentiel, qui n'accorde pas de très grandes prérogatives au président de la République. La constitution de la Ve République française instaure une monarchie républicaine, quasiment. Excusez du peu. Qu'on ne vienne pas donner des leçons aux Maliens ou aux Africains pour leur dire non, c'est une constitution taillée sur mesure pour un seul homme. Et Dieu sait que la rédaction d'une constitution, le temps constitutionnel est un temps long dans l'histoire d'une nation. On ne change pas de constitution comme on change de chemise. Excusez de l'exemple trivial. Une constitution est faite pour durer. C'est le contrat national qui lie le peuple à ses gouvernants. C'est une constitution choisie aussi par... C'est une constitution plébiscitée. Attention, c'est une constitution plébiscitée. C'est un véritable plébiscite. 97%. Certains voient le 3% comme étant le vert,
la partie manquante, vide du verre. Non, oui. Il faut voir le contraire. Le 97% veut dire que le peuple malien accède à la demande des autorités de transition. Le peuple malien est d'accord sur la feuille de route pour la sortie de crise. Le peuple malien croit en ses autorités et c'est quelque chose d'extraordinaire parce que c'est un renouveau national. On est dans l'affirmation de la souveraineté. On revient à la symbolique. C'est très important pour le peuple malien d'affirmer souverainement son accord pour la nouvelle constitution, parce qu'à travers cette constitution, il s'affirme soi-même. Oui. Ce n'est pas une vue de l'esprit. On sort d'un modèle traditionnellement lié à la France-Afrique, oui. Au réseau de la France-Afrique, aux lobbies qui ont fait que le franc CFA perdure, qui ont fait que Paris ait un droit de regard sur les économies africaines. C'est symboliquement très fort le choix qui a été fait par les Maliens pour leur constitution, puis par l'Assemblée du Niger pour le changement de l'hymne national. Je crois qu'on va y revenir. Oui. C'est quelque chose de très important parce qu'on affirme là, les deux peuples affirment pleinement leur souveraineté. C'est la souveraineté. Et oui, Abdelkader Soufi, presque la totalité du peuple malien vient de donner son accord à cette nouvelle constitution. Peut-on dire que c'est un défi relevé par les autorités de transition au Mali? Ah oui, oui, absolument. Rappelez-vous que, je sais pas, pour l'histoire, c'est la 5e constitution au Mali, après celle de 62, abrogée en 68, celle de 74 et celle de 91. Toutes ont consacré le régime présidentiel où toutes les prérogatives étaient centralisées, mais surtout avec une approche, ce qu'on appelle néo-marxiste. Donc cette relation entre l'Occident et le pouvoir central dans les pays africains, notamment au Mali. Une dépendance totale, par conséquent, une souveraineté inachevée. Donc ça, c'était avant. Voilà. Ce qui vient d'être consacré dans cette nouvelle constitution, c'est de pouvoir donner réellement des prérogatives, mais surtout une indépendance dans la vision et dans l'action. Comme l'a dit Ahmed Kateb, la souveraineté. Oui, mais en parlant de souveraineté, mais surtout, cela consacre l'acte du pouvoir en transition, celle de s'opposer à la présence occidentale et à la volonté occidentale, comme de chasser les forces Barkhane, comme de dire non à la task Takuba, comme de demander le départ de la MINUSMA, oui. Mais surtout d'avoir le maître mot sur le Mali. Ça, c'est la nouvelle constitution. Mustapha, à l'heure où l'Afrique, le continent africain, se voit obligé d'imposer sa souveraineté au reste du monde, comment voyez-vous ce référendum au Mali? Moi, je crois que ce référendum est une victoire pour le peuple malien et aussi pour les pouvoirs sur place, parce qu'actuellement, on voit une véritable envie de changer et de revenir pour mettre de nouvelles bases, en fait. Et ces changements constitutionnels ouvrent les voies pour les élections futures, justement. Parce que aujourd'hui, comme notre expert vient de lui parler, la Constitution, c'est le contrat qui lie les peuples à ses dirigeants, en fait. Et donc, c'est très important. Pour ne pas que la démocratie soit juste une idéologie, mais que cette démocratie est adoptée à notre paradigme, justement. Donc, c'est une démocratie à la malienne qui prend en compte les prérogatives du peuple malien et également les réalités, en fait. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit par le passé? C'est que c'est une démocratie copier-coller. Ça ne reflète pas nos réalités. Et donc, pour moi, ça me réjouit. Et nous avons déjà vu à travers les médias les réactions de Maliens, que ce soit au niveau du Mali ou les Maliens de la diaspora. Tous, il était question de l'unité nationale. Moi, je ne parle pas de prise de conscience, je parle de la conscience collective, en fait.
Et c'est un exemple pour tous les pays africains qui sont encore sous la domination coloniale. Alors, Ayouba a une réelle envie de bien faire et de bien changer. Le Mali qui réaffirme encore une fois sa souveraineté par ce processus électoral. Est-ce que ce processus électoral aura un impact direct ou bien indirect sur la région du Sahel ? Effectivement, bon, comme nous parlons de l'adaptation de la nouvelle constitution au Mali, nous allons d'abord retourner au commencement. Parce que cette constitution, avant même qu'elle soit mise à un vote, elle a été décidée d'abord par les forces vives de la nation, qui est durant les assises nationales, où tous les forces vives maliens ont pu proposer, se sont retournés dans le passé et revenir dans le présent pour s'interroger. Pourquoi l'ancienne constitution ne répond pas aux exigences, aux attentes du peuple malien? Voilà ce qui a motivé le référendum pour permettre au peuple de décider entre un oui et un non. Et quand vous avez cité le résultat 97% pour le oui, on comprend vraiment que le peuple malien, conscient des enjeux, des défis et des déficits qui attendent ce pays, auxquels ce pays fait face depuis longtemps, ont voté oui. Ont voté oui parce qu'ils adhèrent totalement au point de vue du gouvernement de la transition. Nous ne pouvons pas aussi nier que certaines ont fait des révolutions, ont essayé de s'opposer à l'adoption de cette constitution au nom duquel ils sont contre la laïcité. Voilà, nous ne pouvons pas dire ça. On peut dire aussi que voilà, les partisans et les soutiens de Imam Dicko sont sortis ouvertement au palais de la culture malien pour dire que à leurs sympathisants de boycotter ces élections. Mais malgré tout ça, on parle de 39 dans un pays dont nous connaissons la situation sécuritaire, pas seulement au Mali, mais dans toute cette zone sahélienne, dans tout le Sahel où vraiment le terrorisme fait loi. On ne peut pas le nier, mais on a eu 39% et le oui a remporté. Donc ça, c'est une affirmation de la démocratie à la malienne, comme nous l'avons dit, une démocratie à l'africaine. Parce que nous avons compris que la plupart de nos constitutions, nous les avons héritées d'une colonisation. Nous avons pris des réalités françaises pour vraiment parler de la France, car nous sommes là dans un contexte des colonies françaises où nous ont fait adopter des constitutions qui ne répondent pas aux exigences, aux attentes, qui ne conforment pas, aux soucis culturels de nos populations. Voilà pourquoi aujourd'hui, comme d'ailleurs l'a prononcé le ministre des Affaires étrangères malien Abdoulaye Diop, et voilà, et aussi ils l'ont dit à l'ONU. Et il y a 3 vraiment directives qui dirigent aujourd'hui la politique publique du Mali, et ils parlent toujours de la prise en compte des intérêts maliens. Des intérêts des populations maliennes, des intérêts voilà. Oui, passe avant tout. Ahmed Kateb, je vous repose cette même question. Cette opération électorale aura-t-elle un impact sur les pays voisins du Mali, c'est-à-dire sur la région du Sahel? Oui, elle peut faire effet de domino. Si le Burkina, par exemple, organise des élections de la sorte, gageons de la victoire similaire à celle du peuple malien, donc dans le sens de réaffirmation plus accrue de la souveraineté nationale. Idem pour la Guinée, pourquoi pas pour les autres pays de la région. Donc on est face à une montée d'une conscience africaine. Jadis, l'ancien président... un éveil des consciences. L'ancien président du Ghana, Kwame Nkrumah, parlait de conscientisation. Donc on revient un petit peu à ce concept, que l'Afrique prenne conscience de sa réalité, de ses réalités, et qu'elle puisse se projeter vers l'avenir tout en gardant sa souveraineté. Le peuple malien souverain plus que jamais, quelle est la prochaine étape, Abdelkader Soufi? Pour le peuple malien et pour le gouvernement malien. Je pense qu'elle est claire, elle vient d'être annoncée par le gouvernement de transition. Ça va être les présidentielles au mois de février de l'année 2024. Donc cela explique que les autorités tiennent à cœur à mettre en exercice leur agenda et à l'exécuter dans les règles de l'art. Voilà.
Donc pour l'exécuter dans les règles de l'art, Mohamed Mostafa, parlez-nous de ces présidentielles qui se préparent peut-être au Mali. Je crois que ce processus est un processus continu parce que ça rentre toujours dans les cadres de respect des cahiers des charges justement quant à la transition actuelle au Mali. Donc c'est assez pertinent parce que la première des choses, c'est d'abord les référendums pour d'abord valider les projets de constitution et ensuite après cela va aboutir à ce qu'on appelle les élections présidentielles et aussi législatives qui se suivront dans les mois suivants justement. Vous êtes du Niger. Au Niger, il s'est passé des élections. C'est des élections partielles pour la communauté nigérienne résidente à l'étranger. Parlez-nous de ces élections. Effectivement, des élections de la 9e région du Niger qu'on appelle nominément la diaspora, parce que le Niger communauté résidente à l'étranger. Donc le Niger est composé de 8 régions. Dans la Constitution, on considère que la diaspora nigérienne représente la 9e région. Moi, j'ai eu vraiment à participer dans ces élections, étant un leader d'opinion aussi ici en Algérie, en étant vraiment le premier responsable des étudiants nigériens qui représente une marge de cette diaspora. Donc, j'étais vraiment dans l'organisation avec la commission électorale indépendante, la CENI, qui a été ici en Algérie. C'est commencé d'abord par des mobilisations, c'est ensuite l'enrôlement biométrique qui s'est déroulé, je pense, dans 15 bureaux de vote ici sur le territoire algérien. Mais au-delà, il y avait aussi le taux de participation, une forte participation aussi. Bien sûr, parce que il y a beaucoup de Nigériens qui ont voté durant ces échéances électorales en Côte d'Ivoire, comme au Burkina, comme au Sénégal. Et en Algérie, là où j'ai été vraiment dans cette commission, c'est Ingzam, Tamaracet, Adrar, Insala, jusqu'à Alger, ici à la place des Martyrs, à l'ambassade du Niger, au consulat, des Nigériens sont sortis massivement pour voter les 5 députés qui vont les représenter au Parlement. Donc ça rejoint un tout petit peu ce que vient de dire Ahmed Kateb, c'est cette conscience, c'est ce peuple africain qui commence à prendre conscience, qui commence à se politiser. Effectivement, Monsieur Malik, nous ne pourrons pas aujourd'hui nier que le Niger aujourd'hui est un exemple démocratique, vu que nous avons assisté à une alternance démocratique entre 2 présidents qui ont été élus par les suffrages universitaires, à savoir Mohamed Issoufou qui a cédé sa place suite à des élections libres et transparentes à Mohamed Bazoum. Donc les élections de la diaspora, des législatives partielles de la diaspora devraient être organisées depuis. Mais prenant le contexte de Covid-19, vraiment qui a bloqué beaucoup de choses, ces élections ont été retardées. Parce que les élections présidentielles au Niger ont eu lieu depuis 2021. Donc aujourd'hui, c'est un rattrapage pour vraiment permettre aux Nigériens qui sont à l'extérieur de se faire représenter à l'Assemblée, de faire entendre leur voix et puis aussi d'élire démocratiquement leurs représentants au niveau du Parlement nigérien. Quel est le rôle de cette communauté résidente à l'étranger du Niger? Quel est son rôle dans l'édification du pays? Ahmed Kateb. C'est un rôle important parce
qu'on est dans l'inclusion, toute diaspora doit être liée à la mère patrie. Oui. Donc, par voie constitutionnelle, il y a différentes formes de liens, Oui. et les élections sont une de ces formes. Maintenant, que la diaspora élit ses représentants est également important, parce que les représentants de la diaspora nigérienne à l'étranger vont poser au sein de l'Assemblée nationale du Niger les véritables problèmes que rencontrent ces Nigériens de l'étranger. C'est quelque chose de très important. Et puis, les députés de la diaspora sont les mieux à même pour défendre les intérêts de leurs électeurs. Abdelkader Soufi, alors ces élections, il n'y a pas que les élections qui ont fait l'actualité au Niger, il y a aussi cet hymne national qui vient d'être adopté par les parlementaires. Parlez-nous de cet hymne national qui vient aussi de susciter le débat, cet hymne national qui est patriotique, jugé patriotique, et qui symbolise aussi la lutte anticoloniale et la lutte antiterroriste. Je parlerai des deux. D'abord de la diaspora. Ok, de la communauté. Je préfère le mot communauté résidente à l'étranger. La communauté, cela veut dire que d'abord, que cette tranche de société existe réellement et qu'elle est toujours liée au devenir de son pays et que ce n'est pas parce qu'ils sont à l'étranger qu'ils ne sont pas nigériens. Bien au contraire, ils sont au même titre que ceux qui sont à l'intérieur. Je finis. Donc c'est une forme de solidarité, même pas d'unité nationale. C'est l'unité nationale. C'est la forme de l'appartenance. Oui. Et qu'il n'y a pas de distinction ni entre ceux qui sont à l'intérieur ou ceux qui sont à l'extérieur. D'ailleurs, il y a 9 départements. Le 9e, c'est celui de ceux qui résident à l'étranger. Pour dire que le découpage national, il va au-delà des limites de la frontière pour adopter et prendre ou reprendre ceux qui sont à l'extérieur. Pour dire, même si vous êtes à l'extérieur, vous êtes toujours... c'est une fusion. Voilà. La notion des frontières, ça reste encore des frontières coloniales, justement. Absolument. Sinon, on est soit tchadien, malien, que ce soit nigérien, en âme et en chair. Oui. Donc peu importe. Et la diaspora a joué toujours un rôle, même dans les passés. Tous les grands élites africains proviennent de la diaspora. Alors, ils ont une grande importance et ce sont des intellectuels et c'est des gens qui peuvent aussi apporter une valeur ajoutée, même économiquement. Au même titre que ceux qui sont sur le sol. Exactement. Maintenant, en ce qui concerne l'hymne national, je crois que ça a été peut-être l'une des plus grandes œuvres qui a été effectuée au Niger, sachant que l'hymne la nigérienne a été écrit par un Français en 62, je pense. 61. Voilà. Et qu'il ne reflète aucunement la nature réelle et la volonté du Nigérien qui était révolté contre le colonialisme qui est dans sa nature panafricain et anticolonialiste. Oui. Et que c'est tant mieux pour l'honneur. Et je précise aussi que selon le gouvernement nigérien, cet hymne national, l'hymne national du Niger, symbolise aussi la lutte anticoloniale, mais aussi la lutte antiterroriste d'aujourd'hui aussi. Je pense que son intitulé, c'est pour l'honneur de la patrie. Pour l'honneur de la patrie. C'est pour l'honneur de la patrie. Oui. Et il symbolise justement tout cet hargne de vouloir vaincre tout ce qui est mauvais, tout ce qui est mauvaise graine, tout ce qui est fardeau, tout ce qui est exogène, tout ce qui est nuisible. Donc, que ce soit le colonialisme dans ses formes modernes ou que ce soit les menaces asymétriques telles que le terrorisme, le crime organisé et autres actions radicales qui puissent nuire à la patrie ou au développement local. Voilà. Alors Ayouba, je vous pose cette question. Vous qui êtes nigérien, cet hymne national qui symbolise encore une fois selon le gouvernement nigérien la lutte anticoloniale, la lutte antiterroriste, comment est perçu cet hymne national, l'hymne national du Niger? Voilà, donc merci Abdelmalik de me donner encore une fois de plus la parole.
Je dirais que la question de l'hymne national aujourd'hui est un débat qui se passe au Niger, mais aussi en Algérie. Je peux ne pas aussi citer cela parce que nous avons vu également que des strophes du l'hymne national algérien qui ne sont pas d'ailleurs chantées partout sont remis par le président Abdelmajid Tebboune des strophes seront chantées partout où le président sera. Voilà. Donc nous comprenons aujourd'hui que la question de l'appartenance, la question d'une souveraineté nationale s'oppose. Et l'hymne national qui symbolise la chanson nationale est un grand facteur de cette souveraineté nationale. Au Niger, la nigérienne, qui a été chantée depuis 1961, qui a été écrite par un Français, aujourd'hui vient d'être changée par l'honneur de la patrie, qui a été écrite par un comité national qui ont été vraiment élus pour vraiment écrire cet hymne national. L'Assemblée nationale du Niger, composée de 149 députés, ont voté à l'unanimité. Par les Nigériens et pour les Nigériens. Voilà, ont voté à l'unanimité cette nouvelle hymne nationale. Je dirais que les motivations qui ont amené à ce changement, d'abord, les Nigériens ont exprimé leur volonté d'une hymne nationale qui prend en compte vraiment la réalité socio-culturelle du Niger et aussi qui appelle au patriotisme et à l'amour du travail, à la paix, à donner sa vie pour la patrie. Et cet hymne national, l'honneur de la patrie, je l'ai écouté comme vous d'ailleurs, et ça inspire. Quand on l'écoute, on a la fibre patriotique qui s'élève en nous, qu'on sent que vraiment ça c'est une hymne nationale qui parle aux Nigériens et pour les Nigériens. Voilà tout ce qui a motivé le changement de la Nigérienne à l'honneur de la patrie. Cet hymne national aujourd'hui représente une forme de liberté, une forme d'exprimer la souveraineté nationale pour le Niger et avant tout appeler à l'amour de la patrie et aussi à l'honneur de la patrie. Alors Ahmed Kateb, au-delà de la musique, au-delà des paroles, au-delà de la symbolique, parlez-nous de ce choix qui intervient dans un contexte en Afrique qui est un peu particulier. Écoutez, c'est un choix souverain. C'est un choix qui exprime le rejet des derniers relents du colonialisme. Ayez à l'esprit le fait qu'un hymne national d'un pays censé être indépendant soit écrit par l'ancienne puissance coloniale, qui parle de reconnaissance. Soyons reconnaissants. C'est inconcevable, Ahmed Kateb. La reconnaissance est perçue par nos frères du Niger comme étant une reconnaissance envers la France, alors qu'il n'en est rien. Il y a eu des luttes pour l'indépendance, des luttes politiques, des luttes armées. Le peuple du Niger, comme les autres peuples du Sahel, ont lutté contre le colonialisme. Oui. Ils ont lutté contre la pénétration coloniale d'abord. Ils ont lutté pour l'émancipation au sein des instances françaises. Et enfin, ils ont lutté contre la présence française coloniale. Et aujourd'hui, on est en train de déboulonner les derniers vestiges de la présence coloniale. Reste toutefois le franc CFA, qui, espérons-le, va être remis au musée bientôt, espérons, parce que en 2023, il est inconcevable que c'est toujours la Banque de France qui régisse les économies de nombreux pays africains. C'est révoltant en soi. Pourquoi ? Parce que ça remet en cause l'indépendance économique et l'indépendance de la décision de ces pays. Comment se débarrasser de ce diktat néocolonial français après l'hymne national. Maintenant, le tour est à la monnaie. Alors, Abdelkader Soufi, le peuple nigérien, comme le peuple africain, cherche à se libérer de ces puissances que vient de citer Ahmed Kateb, la France ou peut-être l'Angleterre, ces anciens colonisateurs. Comment peut-il maintenant se libérer ? Il y a la volonté, mais comment ? Les Africains essayent de se débarrasser de leurs suceurs de sang. Alors, il faut les appeler comme ça. Et ces suceurs de sang sont toute forme exogène qui vient semer le trouble, créer la discorde,
puiser dans les richesses et maintenir les Africains sous un seuil au-deçà de la pauvreté et dans un système de clivage et j'allais dire et de désordre total. C'est pourquoi je crois que le réveil des Africains, et c'est tant mieux, quand nous voyons de plus en plus d'Africains commencent à atteindre des sommets de savoir. Mais au-delà du savoir, ils commencent à comprendre. Ahmed tout à l'heure a dit quelque chose de très important. La chose, c'est comment emmener les gens vers la conscience. Comment les guider. Comment leur faire prendre conscience aussi de l'importance du travail commun. L'hymne du Niger, il faut le lire pour comprendre que cette œuvre que se veut d'être le Niger selon comme vous, il y a étant tout un travail à faire sur ce plan. Il y a un travail qui se fait. Il y a un travail qui se fait, un travail qui a commencé un peu partout. Maintenant, moi, je parle de la jonction et de la convergence de l'action commune. C'est tant mieux. Nous sommes aujourd'hui, on parlait ici, très africains, très panafricains. Et je crois que cette parole qui est véhiculée à travers les ondes un peu partout, à travers non seulement l'Afrique, mais là où se trouve l'Africain. Et c'est pour cela que ce travail qui est fait et qui se fait n'est que le début ou les prémices d'une Afrique forte, une Afrique qui peut être à l'image de la Chine émergente et qui peut être à l'image de n'importe quelle grande puissance aujourd'hui. Alors Moustapha, je vous vois touché par les propos, par le discours de Abdelkader Soufi, non? Effectivement. Et je dis franchement bravo à ces peuples nigérians qui a compris et qui est revenu à la source. Hymne national, c'est pas seulement un chant, pour moi, c'est un livre, c'est les romans nationaux. Et dans ces romans, c'est écrit notre histoire, nos expériences ressenties, notre culture et valeurs et tout ce qui... Notre doctrine. Exactement. Et donc, si on se permet à laisser à nos bourreaux, les colonisateurs, d'écrire notre propre histoire, eh bien, je pense qu'il y aura une part des vérités qui sera cachée, en fait. Donc, c'est très intéressant et franchement, bravo pour les peuples nigériens et j'espère qu'il y aura d'autres pays qui vont se servir de l'exemple du Niger. Exactement. Ayouba. Voilà, donc pour vraiment parler réellement en profondeur aussi des motivations qui ont motivé le Niger à changer son hymne national, n'oublions pas que dans l'hymne national la nigérienne, il y a une partie où on chante tous les jours: soyons fiers et reconnaissants de notre liberté nouvelle. Ça veut dire que à chaque fois qu'on chante notre hymne national, on remercie le colon de nous avoir colonisés, on le remercie de nous avoir donné cette liberté. Comme si on nous a servi cette liberté sur un plateau. Non, la liberté n'est jamais donnée gratuitement, elle est donnée par le plus du sang. Elle est arrachée, Youba, arrachée, carrément. Arrachée. Oui. Donc, nous comprenons clairement que cet hymne national existe du fait qu'on félicite le colonisateur, du fait qu'on est fier et reconnaissant de la liberté, comme si elle nous a été donnée, ne répond aucunement pas aux inspirations. Et d'ailleurs, ça a changé, ça a duré. Le Niger est indépendant depuis combien de temps? Ça a duré. C'est une initiative qui devrait avoir lieu de longtemps. Ça a eu lieu, nous sommes contents de cela et nous pensons que le paternalisme du colonisateur, le Niger va s'en débarrasser au fur et à mesure et va toujours exprimer sa souveraineté, son indépendance sur tous les plans. Alors, d'autres processus électoraux ont eu lieu en Afrique. Il y a les élections, les élections législatives en Mauritanie, en Guinée-Bissau, et il y a aussi les présidentielles en Sierra Leone et les présidentielles qui se préparent aussi au Zimbabwe. Ahmed Kateb, parlez-nous brièvement de ces élections qui se préparent ou bien et de ces élections qui ont eu lieu. Très brièvement, c'est une affirmation de la bonne gouvernance africaine. Les élections sont un processus tout à fait normal, naturel, salutaire, sanitaire pour les peuples qui s'expriment selon un calendrier bien établi
pour élire leurs représentants, soit locaux, soit à l'Assemblée nationale, soit leur président. C'est quelque chose de très positif et ça renvoie l'image de l'afro-optimisme et ça casse justement l'idée des médias mainstream comme quoi l'Afrique ce n'est que conflit, que meurtre, que tuerie, qu'attentat, que famine et que coup d'État. Maintenant, les Africains prouvent le contraire, prouvent qu'ils sont là, qu'ils sont agissants, actants et qu'ils appréhendent l'avenir avec beaucoup de sérénité. Alors nous avons parlé de la bonne gouvernance, de l'envie de bien faire, et il y a le dialogue national, le dialogue inclusif au Sénégal, le dialogue aussi national à Madagascar, en Guinée. Comment expliquez-vous cette volonté, cette énorme volonté de corriger les choses et de bien faire et de réconcilier les partis politiques et la société politique et civile africaine? Au fait, vous faites bien de me poser cette question parce que quand on voit ce qui se passe réellement sur le terrain, il y a une opposition entre la volonté de vouloir se prendre en charge et entre, on va dire, les anciennes pratiques, notamment celles qui ont été héritées par le colonialisme et que certains veulent que ça demeure et ça continue. Bon, partout. À travers le monde, dans tout pays, nous avons toujours des traîtres ou des gens qui travaillent pour des agendas externes. Nous avons vu au Sénégal aujourd'hui qu'il y a ce dialogue lancé par le président. Macky Sall, oui. Exactement, et qui commence à prendre forme, combien même il pose quelques problèmes dans son exécution, pas sachant que les élections présidentielles sont très proches, que il y a un rapport d'équilibre, et c'est tant mieux s'il y a un rapport d'équilibre entre les forces vives. Cela explique et exprime une volonté d'aller vers une démocratie. C'est l'exercice de la démocratie. Et voilà, et qu'il y a un respect de l'autre, et on peut le faire à travers le dialogue sans faire appel aux armes. C'est très bien. Donc là, on est dans l'esprit et on n'est plus dans le sentiment. Alors, quand on est dans l'esprit, laissez-moi finir, s'il vous plaît. Quand on est dans l'esprit, cela veut dire qu'il y a de la clairvoyance et qu'il y a quelque part de la volonté ajoutée à un savoir acquis. C'est ce qui se passe actuellement aussi au Sierra Leone. Rappelez-vous que le Sierra Leone, jusqu'à 2002, ils ont vécu sur pratiquement des décennies sanguinaires, et qu'aujourd'hui, en 2018, les mêmes personnages, le président et le ministre des Affaires étrangères, qui étaient en lice pour la présidentielle en 2018, ils se retrouvent une deuxième fois quelque part. Ça veut dire qu'il y a 13, 15 candidats, mais c'est les gens qui ont le plus de poids dans les élections, et c'est tant mieux qu'il y ait ces rapports d'équilibre et de force entre les uns et les autres. Sierra Leone qui est membre non permanent au Conseil de sécurité qui vient d'être... Absolument. Voilà, mais ces rapports de force qui sont en équilibre et que chacun va essayer de puiser chez les autres pour pouvoir l'emporter, et qu'il y a un exercice réel de la démocratie, mais de la démocratie avec une vision africaine. Nous n'avons pas besoin qu'on vienne nous donner des leçons, comment exercer cette vie politique chez nous, parce que nous savons, nous autres Africains, chacun dans sa région, comment l'exercer en toute liberté, en toute quiétude, mais en prenant en considération la spécificité locale. C'est très important. Ce qui est le propre de tout un chacun. Vous savez, dans la même famille, vous avez 5, 6 personnes, ils ne se ressemblent pas, chacun a sa façon de voir des choses, et dans sa façon de voir des choses, il y a quelque chose qui s'appelle le respect. Et tout cela, ça s'appelle les valeurs humaines de la société africaine. Alors, l'exercice de la démocratie qui se fait maintenant parfaitement en Afrique de façon très normale, il y a aussi cet appel de beaucoup de pays, le Mali, le Congo, la Somalie, un appel à un retrait des missions dites de paix, je précise dites de paix. Il y a la MINUSMA, la MINUSCO, il y a aussi l'ATMIS. Ahmed Kateb, parlez-nous de cet appel. On commence avec Bamako, avec le gouvernement malien.
Bon, pour le gouvernement malien, la MINUSMA est accusée d'avoir commis certains méfaits, d'avoir été à la solde de l'armée française, d'avoir joué le jeu avec les forces de Barkhane et d'avoir tué des citoyens maliens. Maintenant, la question qui se pose, c'est le timing qui est choisi, le discours du chef, le chef de la diplomatie du Mali s'est exprimé il y a quelques jours. Entre-temps, il y a eu le problème de Wagner en Russie. Maintenant, ce problème en Russie aura-t-il des effets des retombées et des retombées directes sur la présence des forces Wagner au Mali et sur l'équilibre des forces sur le territoire malien? Le fait que le gouvernement de Bamako ait demandé le départ de la MINUSMA n'est pas mauvais en soi. Est-ce une forme Ce départ va-t-il préserver la stabilité, c'est ça? Est-ce une forme non déclarée de pression sur le Conseil de sécurité pour revoir les missions de la MINUSMA, pour qu'elle soit plus conforme aux attentes du gouvernement malien? C'est une question qu'on peut légitimement poser. Maintenant, est-ce un rejet, un refus net et définitif de la MINUSMA? On va le voir. Après ce qui s'est passé en Russie, ne gageons de rien, soyons prudents et regardons les faits tels qu'ils se présentent. Le fait que d'autres missions de paix ou dites de paix sur le continent africain soient invitées à quitter les territoires qu'elles sont supposées protéger, où ils doivent en principe faire respecter la loi et protéger les populations, ça, c'est une question majeure, parce qu'elle renseigne sur une lame de fond qui traverse tout le continent africain. Et au fond, est-ce que ce sont les Africains qui disent « Maintenant, il y en a ras-le-bol, revenons à certains fondamentaux. La charte de l'Union africaine prévoit la création de forces d'intervention, des forces en attente, qu'on arrive justement à la création de ces forces africaines selon les 5 régions qui constituent l'Union africaine. Chaque région constitue ses forces en attente pour pouvoir évoluer, pour pouvoir être considérées comme des missions de paix, des missions d'interposition, des missions de stabilisation. Alors, Ahmed par Ket, rapport à certains Ahmed conflits. Ket, vous venez d'évoquer des accusations graves et je sais que vous avez repris les dires de Abdoulaye Diop. Comment les Nations Unies ont reçu ces accusations? D'abord, je ne profère pas d'accusations graves à l'encontre de quiconque, encore moins à l'adresse des Nations Unies. Voilà, vous avez repris. J'ai cité le ministre malien des Affaires étrangères. Abdoulaye Diop, je sais. Tout à fait. Maintenant, j'ai dit que la MINUSMA est accusée d'avoir fait ceci, cela. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le gouvernement de Bamako. Vous avez repris, voilà, les dire Tout comment les Nations Unies ont reçu ces accusations. Abdelmalek, maintenant, il est intéressant de voir la suite des événements à l'aune de ce qui s'est passé en Russie et des rapports de force qui peuvent exister sur le terrain. Et j'ai dit, il est légitime de poser la question, est-ce que c'est une forme déguisée de pression sur le Conseil de sécurité pour réformer la MINUSMA? Parce que la MINUSMA, au fond, malgré tout ce qui s'est passé, reste une force instituée par le Conseil de sécurité. Et donc, elle doit justement répondre au Conseil de sécurité qui l'a mandaté légalement. C'est vrai que le Mali a un droit de regard, parce que c'est le pays concerné, mais c'est au Conseil de sécurité de statuer définitivement. Le Mali a demandé le retrait sans délai. J'ai posé la question, oui. Est-ce une forme de pression?
Et je laisse peut-être Abdelkader Soufi répondre à cette question. Parlez-nous, encore une fois, de ces missions dites de paix, et je pèse mes mots, dites de paix, en Afrique. Est-ce que y a-t-il, ces missions-là, ont-elles réussi leur mission, tout simplement, ou pas? Abdelkader Soufi. En fait, je l'ai dit dans une émission précédente, et je le redis, les dépenses d'armement sont autour de 1500 ou 1700 milliards de dollars par an. Ouais, ça, c'est le chiffre de 2013. Et que, en l'espace de 6 mois pour les missions onusiennes, on a accordé que la coquette somme de 8 milliards 200 dollars. C'est quelque chose de très très important. En contrepartie, les résultats. Qu'elles ont fait ces missions, elles ont toutes une durée de plus de 10 ans, celles qui existent maintenant sur le territoire africain. Nous les avons au Sahara occidental, au Mali, au Soudan, en Libye et un peu partout. La menace terroriste existe encore. Mais en réalité, nous n'allons pas faire de l'analyse. Nous allons questionner le terrain. Le terrain, il nous dit que les pays n'ont pas accès à leur territoire dans les régions où il y a ces missions. Il nous dit que des multinationales prennent les richesses de ces pays-là. Il nous dit que ces missions qui ont des milliers, des dizaines de milliers de fonctionnaires sont payées au prix fort et qu'en contrepartie, le résultat est néant. Ces pays-là sont très riches, mais leur peuple et leur gouvernement sont très pauvres. Il nous dit que ces pays-là, depuis plus de 10 ans, sont instables et que le nombre de morts de citoyens de ces pays-là s'élève à des milliers, voire des dizaines de milliers, et que le nombre de morts dans ces missions-là se compte sur le bout des doigts. Ce qui nous dit que, en définitive, ces pays-là sombrent toujours vers un avenir incertain et vers des divisions telles que ça s'est passé au Soudan, oui, et telles qu'on veut que ce soit un peu partout en Afrique. Je rappelle à nos auditeurs que le chef de l'armée régulière du Soudan a appelé au départ de l'onusien Volker Perthes du Soudan. Oui. Absolument, et c'est le cas au Mali. Et je crois que, en contrepartie, tout cela, quelque part, un malheur qui engendre quelque chose de bon, c'est qu'il y a un éveil. Et que cet éveil, si c'est le prix que nous avons payé pour que nous soyons conscients et que les peuples africains et les gouverneurs africains puissent se prendre en charge, tel que ça se fait au Mali, et c'est tant mieux parce que le Mali montre la voie et donne de la voix. Alors Mohamed Mostafa, très brièvement, car on doit rendre l'antenne, en parlant de ces missions, trouvez-vous légitime cet appel de ces pays, le Mali, le Congo et la Somalie, cet appel au retrait de ces missions dites pour la paix et pour la stabilité dans ces régions? Oui. Je réponds oui, justement. Si on dit que les pays sont souverains, il est légitime d'accorder, de rester, ou bien, c'est-à-dire de retirer ces forces-là. Et moi, ma propre perception, je crois que lorsqu'il y a une mission, à certains moments, est-ce que ces missions-là ont réussi? Concrètement, on n'a pas vu des résultats, en fait. L'URSO a été installé en 91 pour qu'elle organise dans un délai de 6 mois des référendums au Sahara occidental. Oui. Et elle est là depuis 30 ans. Vous imaginez? Et donc, du coup, c'est par rapport à ces raisons-là, il y a plusieurs raisons. Et même quelquefois, ces missions onusiennes, ils se servent de passerelles pour les autres grandes puissances pour pouvoir piller, c'est-à-dire les ressources du pays, où ils sont envoyés pour des missions dites pour la paix. Et il n'y a jamais eu de la paix dans ces régions-là. Et donc, je trouve que c'est légitime que le Mali demande le retrait immédiat de ces forces onusiennes. Ces forces onusiennes qui ont failli à leur mission à Yuba, que pensez-vous? Bon, effectivement, je citerai tout simplement l'ex-président Faye Mohamed Tanja qui disait 10 ans d'aide ou bien combien d'aide, ça suffit. On aimerait voler par nos propres vols. Laissez-nous
aller vers où on veut. Voilà ce que le Mali exprime à travers ces décrets de dire à l'AMISMA de quitter. L'AMISMA est présente au Mali depuis quand? Depuis fort longtemps, et jusqu'à là, les objectifs. Abdoulaye Diop l'a clairement dit. Les objectifs de l'AMISMA ne sont pas atteints. Donc si elles ne sont pas atteintes, et ils veulent vraiment en sorte que les Maliens défendent le Mali eux-mêmes. Car nul ne peut aimer le Mali plus que les Maliens eux-mêmes. Et plusieurs présidents l'ont compris et l'ont dit. L'Afrique a besoin peut-être d'aide matérielle et non pas de présence d'hommes sur leur territoire. On n'a pas de difficulté d'hommes. Il y a des grands guerriers, il y a des grands soldats en Afrique. On a juste besoin d'armement. Pourquoi on ne peut pas fournir tout simplement d'armement si vraiment cette aide qu'ils veulent dire apporter à l'Afrique, elle est sincère? Tout simplement aider l'Afrique à s'armer pour pouvoir faire face aux défis terroristes et non venir s'implanter eux-mêmes sur des territoires indépendants, souverains. Voler par ses propres ailes, être indépendant, être libre, mais aussi être souverain. J'aimerais terminer cette émission avec cette phrase. Je tiens à remercier mes invités d'avoir accepté mon invitation, d'avoir participé au débat et d'avoir aussi répondu à mes questions. Merci à vous, chers auditeurs. Merci d'avoir suivi cette émission. Restez branchés sur les ondes d'Ifriqiya FM. On se retrouve le mois prochain dans le prochain numéro. Merci.